Quand j'étais élève, c'est le personnage de Cicéron qui me fascinait, mais depuis que je fais la politique, c'est le personnage de César, parce qu'il est l'un de ceux qui ont créé l'État moderne. César a posé le principe, il n'y a pas de république sans légion. C'est-à-dire aucun État fort ne peut exister sans armée forte. Mais c'est en même temps Cicéron qui a posé le principe, non seulement de la séparation, mais de la soumission de l'armée au pouvoir civil. Il dit qu'edant armatogae, que les armes les cèdent à la toge. Ces deux principes-là, qui sont encore en vigueur aujourd'hui dans tous les États modernes, datent de cette époque-là, à peu près 50 ans avant Jésus-Christ. On croit avoir fait de grands progrès, mais on est encore dans les institutions de l'Antiquité. Dans l'action politique, la pensée est aussi importante, sinon plus, que l'action elle-même. On ne peut pas faire une impasse sur la théorie. On ne peut pas faire une impasse sur la réflexion. Tout commence à Mama, petit village du centre-ouest ivoirien. Quand Laurent Gbagbo pousse son premier cri le 31 mai 1945, qui imagine la destinée singulière qui sera la sienne? Du plus loin que mes souvenirs me portent, nous sommes à Agoville. Papa était agent de police. J'étais au CP1, je n'aimais pas du tout aller à l'école et j'ai trouvé tous les prétextes pour ne pas y aller. Le matin, on se bagarrait, papa était au travail. J'attends midi. Quand je vois papa arriver, je commence à pleurer alors que la bagarre s'est peut-être produite aux environs de 9 h pour que papa me demande qu'est-ce qui s'est passé. J'allais à l'école et j'ai vu un monsieur qui faisait un meeting sur ce qui est aujourd'hui une grande place à Agoville. C'était Auguste Denise. Il faisait un meeting pour le compte du PDC-IRDA. Je me suis arrêté quelques minutes à regarder et puis j'ai continué. Mais ça m'avait plu de voir que quelqu'un parlait et puis des gens venaient de partout pour l'écouter. Dans le même temps, chez nous, papa était dans un autre parti politique, la SFIO. Mon père a pris sa carte de SFIO en 1947. Il me l'a donnée quelques années avant de mourir. Et donc, j'entendais toujours parler de politique. On s'est retrouvés quelques années après à Gagnoua. Et nous avions pour tuteur une cousine de maman au quartier Gula. C'est là que nous avons appris à parler le malinqué, le Gula que nous continuons de parler. Et après, papa l'a amené au séminaire Saint-Dominique, Savio. Laurent et moi, nous sommes connus au lycée classique. J'étais élève à l'école normale d'enseignement, le Dabou. Je suis venu au lycée classique pour faire une terminale de C. Gbagbo est venu de Gagnoua, il était dans un séminaire à Gagnoua. Et il nous a trouvés en classe de seconde, l'année scolaire 1962-1963. À l'époque coloniale, on allait à un âge assez avancé à l'école. J'étais allé un peu plus âgé qu'eux. Et nous avions un groupe, je l'appelais le cavalier intrépide. Parce que quand vous lui donnez des instructions, en une nuit, il fait le tour de la cité, le mot de passe, il l'avait. Moi, je faisais les mathématiques. Je n'étais pas très brillant dans les lettres. Et quand je voyais ce que Gbagbo faisait avec les lettres, j'étais très admiratif. Adolescent brillant et frondeur, Laurent Gbagbo découvre brutalement l'implacable réalité du parti unique quand son père est arrêté dans le cadre de ce que l'on appelait les faux complots de 1963.
À l'époque, on passait des concours de français et de culture générale. Et les meilleurs étaient récompensés par des colonies de vacances en France, à Biarritz. Donc cette année-là, j'avais été sélectionné et je devais aller à Biarritz. Il était 13h, je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis je vois papa dans la cour avec 2 gendarmes. Papa les a mis donc dans ce qui lui servait de salon. Et puis ils disent, nous venons de recevoir la décision de vous arrêter et de vous transférer à Yamoussoukro. Vous avez 15 minutes. Si vous voulez rentrer dans votre chambre, mettre de l'ordre dans vos bagages, nous vous attendons. Il leur a répondu ceci. Vous savez que je suis militaire. Vous venez m'arrêter, vous me l'annoncez. Et vous me donnez 15 minutes pour rentrer dans ma chambre. Et si j'ai un fusil, que je prends ce fusil, que je vous descends. Je ne le ferai pas à cause de mes enfants. Emmenez-moi. Puis papa est parti. Papa est parti, c'était notre soutien. C'était dur pour nous. Nous étions une famille nombreuse. J'étais l'aîné, j'avais 19 ans. Évidemment, sans aucune ressource. C'était terrible. On était tous les 3, maman, lui et moi. Et puis il dit à maman, voilà ce que je vais faire. Je vais travailler. Alors maman s'est levée comme un tigre. Elle dit, jamais de mon vivant, moi, je ne suis pas du tout allée à l'école. Mais tous les 2, vous irez jusqu'au bac. Ça m'a marqué parce que ça m'a révélé le caractère vraiment généreux de mon frère. Et c'est depuis ce jour que j'ai définitivement su qu'il n'y avait pas de vrai complot. Parce que papa n'était pas un homme à comploter. Il était un homme à vous dire ce qu'il avait à vous dire. Il n'était pas un homme à comploter. Et puis, pour qui comploterait-il? La fin des années 60 est une période de bouillonnement dans les campus universitaires. Au sein de l'UNESI, organisation de la jeunesse estudiantine ivoirienne, les trublions marxistes prennent le dessus sur la tendance soutenant le président Houphouët-Boigny. En 68, nous allions au Congrès pour confirmer Kone Keïwoko ou le remplacer. Et j'étais candidat pour le remplacer. Mais nous avions pris une clause au Congrès de 67 qui écartait tous les partisans d'Houphouët-Boigny. Le président Houphouët même a essayé de l'amener à lui pour être le responsable des étudiants. Il a envoyé le journaliste Jean Kessé entretenir le groupe de Gbagbo Laurent. Il leur demandait d'accepter de venir avec lui, que Gbagbo Laurent soit son candidat. Quand vous avez un journaliste attaché à la présidence qui vient donner de l'argent, où le journaliste va sortir 5 millions pour venir corrompre un étudiant, à l'époque, où un maîtrisard n'avait que 58 000 francs de salaire. Le lendemain, lorsque Kessé est venu pour prendre la réponse, Gbagbo Laurent a dit que lui, il désistait, il ne se présentait plus. Et personne dans son groupe n'a voulu se présenter. Avant d'aller rencontrer mes amis et leur annoncer que j'ai renoncé à ma candidature, je suis d'abord allé voir mon père. J'ai dit, papa, voici ce que Houphouët me propose. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mon fils, si tu es venu me voir, c'est que tu veux dire non. Eh bien, va et dis non. C'était lèse-majesté à l'époque. Houphouët était Dieu. Il a été déifié depuis 1946. Alors, aller contre Houphouët-Boigny, c'était aller contre la volonté de Dieu. Et tes parents t'abandonnaient. Quand on n'est pas d'accord avec une politique, il faut dire non. Et mon père m'a toujours enseigné ça. Dans ces conditions, le président Houphouët-Boigny a demandé au ministre de l'Éducation de l'époque, Lambert Amontano, de prononcer la dissolution de l'UNESI. Le président Houphouët avait dissous cette association et avait créé à sa place le MESI, le Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui était un mouvement inféodé au parti unique. C'était la branche scolaire du PDCI-RDA. Nous n'avons pas accepté cela. Donc nous nous sommes mis en grève, on nous a arrêtés et nous avons fait 15 jours à Akwedo. C'est là que j'ai découvert les camps militaires. J'ai connu le président Gbagbo de loin comme opposant à notre régime, un étudiant turbulent, mais pas méchant, pas mauvais. Il n'a jamais cassé, il n'a jamais tué, il n'a jamais agressé. À aucun moment, il n'a
utiliser la violence ou prôner la violence. Le président Houphouët le respectait beaucoup pour ça. Je ne sais pas si ces arrestations ont contribué à forger ma vocation politique. Je sais qu'elles m'ont convaincu que des injustices existent et qu'il faut les combattre. Après l'épisode Unici, les étudiants grévistes sont envoyés en France pour y poursuivre leurs études. Titulaire d'une licence, Laurent Gbagbo abandonne le latin grec pour une maîtrise d'histoire. C'est arrivé en France que nous avons rencontré Zadi Zarou Bernard. Zadi Zarou, qui était déjà dans le cercle marxiste, nous a donc coopté, accueillis, Assou Adou et moi, et nous avons mis sur pied une cellule marxiste à Strasbourg. Moi, j'étais à Paris. Nous étions 4 dans la cellule. Les 3 autres étaient à Strasbourg. Il y avait Traoré Mamadou, il y avait Assou Adou, il y avait Zadi Zarou Bernard et il y avait moi-même. C'est en ce moment-là, pendant l'hiver 69-70, que nous avons créé l'ancêtre du FPI, dans la chambre d'étudiants de Assou Adou à Strasbourg. C'est là. Et nulle part ailleurs. Moi, j'étais resté pour maintenir la pression. On ne quitte pas vite l'université. Je change de section. Ça me donne encore des années dedans. Alors on forme les gens. Le ministre de l'Éducation nationale, Laurent Guédé, est venu faire un tour en France. Il nous a mobilisés sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants et que tous ceux qui voulaient rentrer étaient les bienvenus. J'ai dit que dès que j'ai fini ma maîtrise, je rentre. Ce que j'ai fait, et je suis aussitôt affecté au lycée classique. À un de ses cours, il y a eu une altercation entre lui et la fille de l'ambassadeur d'Israël. Et ça a failli conduire à son arrestation, n'eût été la mobilisation de tous les élèves de toute la Côte d'Ivoire. Donc le président Houphouët a reculé. Il a même fait partie de l'ambassadeur et sa fille. Il a avancé le congé de Pâques pour que les élèves et les étudiants partent en congé vite. Et puis il m'a fait arrêter. Mais nous étions 3 enseignants à être arrêtés. C'est là que, à la vérité, pour la première fois, je me suis trouvé devant le professeur Gbagbo Laurent. Nous étions de hauts serviteurs de l'État, moi directeur de cabinet, Jenny directeur régional de l'enseignement secondaire du Sud, et lui professeur, mais de nos 3, nous étions les 2 plus proches du régime, et de nous voir en bleu de travail sur une estrade nue, ça l'amusait beaucoup, il s'était mis à se moquer de nous. Nous n'avons pas voulu seulement nous laisser prendre par la chose militaire. On était tous quand même des étudiants, des enseignants, donc on avait quand même des moments de choses, de réflexion, des moments de débat, aussi des moments où on arrivait aussi à se projeter dans la vie. Il y avait un terrain de football qui n'intéressait pas les quelques soldats qui étaient là. On s'est mis à défricher ce terrain et puis on s'est mis à organiser carrément un championnat de football. C'était la vie même à Séguéla, avec les privations et tout. Puis les actes aussi de courage à certains moments. Nous avions droit normalement à 1500 francs par mois comme pécule. Comme nous avons été pris en dehors de la période budgétaire normale, nous avons eu notre pécule aux alentours du mois d'août et on nous a fait le rappel. Et chacun a eu 7500. On a pensé qu'on pourrait organiser une sorte de soirée culturelle. Il a pensé à écrire Soundiata. On a été tous les acteurs d'un moment. Dans le titre n'était pas d'ailleurs Soundiata. C'est les éditeurs qui m'ont en quelque sorte obligé à mettre un titre plus neutre. Parce que le titre que je lui ai donné à ce texte, après l'avoir écrit en 71, c'était « Et le lion rugira ». C'était l'hymne à l'Afrique, l'hymne à l'unité. Qui, plus que Soundiata, a réalisé l'unité de ce sous-continent qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. Si cela a été possible avant, cela peut être possible aujourd'hui. Et cela doit être possible pour demain. Nous avons fait 22 mois ensemble. 7 mois à Séguéla et 15 mois à l'EFA, à l'école des forces armées de Bouaké. L'armée lui a apporté beaucoup. Le commandement, le sens de l'autorité, puis la connaissance. La discipline militaire. J'ai connu les hommes qui la dirigeaient et qui allaient la diriger après, dont le général Agueil Robert. Je l'ai connu, il était capitaine. C'était une punition. C'était un emprisonnement.
je le condamne, cet emprisonnement. Mais politiquement, j'en ai tiré des profits. La prison ne parvient pas à détourner le jeune contestataire du chemin qu'il s'est tracé. Quand il recouvre la liberté, il s'implique directement dans une action politique aussi clandestine que potentiellement dangereuse. J'étais étudiante et à l'université, nous avions créé un groupe clandestin politique de formation, mais également d'action sur le terrain. Et je ne savais pas qu'en réalité, cette organisation-là était dirigée par Laurent Gbagbo. 1973, je sors de prison. Et Zadi Zaourou nous invite dans son village. C'est là que pour la première fois, je suis désigné comme chef d'un mouvement politique. Il a été notre encadreur. C'était des structures, des cellules très petites. À cause de la clandestinité, nous étions, je crois, 4 ou 5 dans cette cellule-là. Bon, mais c'est comme ça que nous avons travaillé ensemble. Il fallait en même temps organiser les grèves, les surveiller pour ne pas qu'elles débordent et protéger en même temps les miens, c'est-à-dire tous les militants, et protéger le peuple. C'est un exercice qu'on ne devine pas, mais quand on est habitué, après, on prend de l'étoffe. Nos relations vont se muer pour devenir plus affectives jusqu'à aboutir à l'union de vie. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, ça. Quand nous avons commencé comme camarades politiques. Pour distribuer des tracts, je faisais moi-même, personnellement, le tour des rues. Je parcourais les rues quelques jours auparavant et je m'arrêtais aux différents carrefours pour voir le mouvement des policiers que je notais, pour que celui qui allait venir distribuer les tracts là le lendemain ne se fasse pas prendre comme un débutant. Qu'à cette époque-là, le président Gbagbo avait été présenté comme un ennemi du président Félix Houphouët-Boigny. Et nous, en tant que militants du mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire, peut-être par transitivité, inconsciemment ou consciemment, nous voyons le président, je pèse mes mots, comme un anarchiste. Et puis est arrivé 1976, où Mao Tse-tung est mort. C'était notre idole. Ce que je retiens dans ce qu'il a fait, c'est que chaque pays a ses propres ressources. Chaque pays a ses propres valeurs. Et chaque moment a ses propres valeurs. Et que je pense que là où nous sommes arrivés en 1976, avec le développement que notre mouvement clandestin connaît, mais aussi avec les freins qu'il connaît à cause du parti unique, il faut passer à une autre étape. Le débat interne se développe. Nous nous séparons avec Zadi Zaourou et certains de nos camarades. À ceux qui restent avec moi, j'explique que le salut se trouve dans la lutte pour la démocratie. Et nous avons décidé de changer de plateforme de combat. Nous avons décidé que si nous voulions vraiment avoir un impact sur le pays, il fallait absolument adopter une plateforme beaucoup plus large. On recrute beaucoup de personnes dans tous les milieux. Et en 1990, ça fera la différence entre les gens qui sont restés seulement dans le milieu universitaire et nous. Parce qu'en ce moment, j'ai recruté. J'avais des gens à Epougon, à Abobo, partout, dans tous les quartiers, dans toutes les grandes villes, l'intérieur, et dans tous les milieux sociaux, nous avions des gens. Et puis arrivent les années 1980, notamment 1982, où on entend véritablement parler du président Gbagbo, la grande grève des enseignants. J'étais moi-même secrétaire général adjointe du SINARES, qui est le syndicat des enseignants du supérieur et également des chercheurs de Côte d'Ivoire. Les enseignants jusque-là étaient logés. Et là, l'État venait de décider de mettre fin au logement des enseignants. Évidemment, les enseignants n'ont pas accepté la mesure et cela a amené une grève. J'étais à cette époque président du mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire, section de l'École nationale supérieure des travaux publics. Et on nous présente le président Gbagbo comme étant le cerveau de cette manœuvre de déstabilisation
du régime du président Félix Houphouët-Boigny. Ils ont volé, ils ont volé. Comment vous qui n'avez rien? Ma politique vous a permis de sortir du tout. C'est vous qui allez me traiter de voleur. Celui qui est né dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est mon argent. Je le virerai dans mes comptes en banque. Ensuite, ça produit des intérêts intéressants. Le scénario était dirigé à cette époque par M. Pierre Kipré. Ils ont quand même estimé que c'était lui le vrai responsable. Ça arrive à un certain moment, on dit « Ah, mais vous faites de la politique, vous voulez renverser le pouvoir. » Moi, mais mettons, nous avons un parti politique pour faire valoir nos idées. Nous avons été 5 ensemble à créer donc un nouveau mouvement qui prenait acte de la mutation idéologique. Pascal Koukora, notre hôte du jour, Bogadoudou, Aboudraman Sangaré, Simone Eivé et moi-même. Simone Eivé et Laurent Gbagbo, ils sont les deux vraiment qui ont propulsé le Front populaire ivoirien. Avec l'histoire a peut-être élargi le nombre de fondateurs, mais il faut quand même reconnaître qu'à l'origine, ce sont ces deux-là, c'est ce couple-là qui a vraiment fondé le Front populaire ivoirien. Je dis en même temps, il faut que quelqu'un aille en exil. Parce qu'on ne peut pas aborder l'étape de cette lutte en restant avec des tracts. Nous l'avons fait sortir du pays très discrètement par le chemin de fer, aller jusqu'à Ouaga, et puis c'est de Ouaga qu'il a pris un billet d'avion pour aller à Paris. Gbagbo, le chef de file, et c'est bien lui, le chef de file, s'est sauvé de la Côte d'Ivoire. Il est allé à Paris pour demander le droit d'asile politique. Parce que Bolin l'a induit en erreur, croyant qu'avec le changement en France, eh bien on peut venir dire je suis socialiste, et puis Mitterrand et autres vont vous embrasser. Tous les amis que nous avions nous ont fui. Donc je me suis retrouvé seul. Il y avait même des amis qui changeaient de trottoir quand ils me rencontraient. Des amis qu'on rencontre, qui vous amènent chez eux et de façon innocente, et puis les parents qui disent mais comment est-ce que tu as pu emmener l'ennemi du président Houphouët-Boigny chez moi? Laurent Gbagbo s'exile donc en France pour porter son combat sur le plan international. Le jeune opposant prend du recul, lit, écrit. Progressivement, une première ébauche de programme de gouvernement émerge. Dès 82 et dès nos premières rencontres, je suis en face de quelqu'un qui visiblement se voit un destin. Il veut obtenir un statut de réfugié politique parce que pour lui c'est une arme politique contre le système Houphouët. Si vous reprenez la première phrase de son bouquin pour une alternative démocratique en Côte d'Ivoire, il emploie le terme de dictature en parlant du système Houphouët. Alors évidemment ça choque ici, y compris à gauche. Hein. Avec ce livre, je n'étais plus un clandestin. Mais j'ai signé au nom de tous les autres. La caractéristique de ce livre, c'était quelqu'un qui était en exil à Paris, mais qui écrivait avec des documents de Côte d'Ivoire. Il y avait une certaine atomisation des mouvements, des jeunes, d'étudiants, qui invitaient par-ci et par-là et qui exprimaient et qui voulaient connaître la pensée de l'homme politique, Laurent Gbagbo. Quand les gens ont compris que derrière le livre il y avait quelque chose, les Ivoiriens de la diaspora sont venus massivement à moi, j'ai été obligé de créer le MID, Mouvement Ivoirien pour les droits démocratiques. Ça a permis à Laurent Gbagbo de tester tout ce qu'il avait comme élément de pensée sur la démocratie. L'assurance maladie universelle, la décentralisation, c'est des thèmes qui ont été débattus. Donc, c'est un instrument de combat qui a permis à Laurent Gbagbo de poursuivre sa lutte en Côte d'Ivoire et d'enrichir même son parti. Et les thèses de son parti ont été expérimentées comme dans un laboratoire au MID. Il croit que son exil va durer
2-3 ans, certainement pas 6 et demi. Et j'ai vu d'ailleurs au fur et à mesure que cet exil se prolongeait, notamment quand on a partagé la vie au quotidien, je sentais que cet exil devenait insupportable. Gbagbo ne pensait qu'à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, et par des petites choses. Et on mange un dessert, c'est la glace au café, quoi. Rien d'autre. Je dis pourquoi le café? Il me dit c'est la Côte d'Ivoire. Il ne s'est jamais fait acheter. Vous connaissez, c'est facile, moi je suis un intellectuel genois, professeur, j'ai tous les privilèges qu'on veut, mais M. Gbagbo et sa femme ont été exilés dans des conditions de pauvreté extrême. Et dans ces conditions, résister au président Houphouët-Boigny ou à ses émissaires qui vous promettent des chèques, des voitures, un retour triomphal, luxueux, ça, il faut du caractère. Dès le premier contact avec le camarade Laurent Gbagbo, on a senti en lui un homme très déterminé, et puis clairvoyant dans la démarche qu'il entreprenait pour l'accession de son courant politique au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est qu'au fond, Laurent Gbagbo, lui, tranchait avec les autres parce que les autres éprouvaient une certaine lassitude en se disant « nous n'arrivons pas à notre objectif, ces pouvoirs sont soutenus, nous ne pouvons rien contre eux ». Il faut trouver d'autres alternatives, d'autres voies, y compris bien évidemment le recours à la force, le recours aux armes. Or, Gbagbo, lui, disait non. Cette rigueur dans le refus, cette rigueur dans l'exigence de changement de régime dont témoignait pendant toutes ces années d'exil, sans aucune exception, Laurent Gbagbo m'a beaucoup impressionné. Je n'étais pas le seul. Willy Brandt était très impressionné par lui, un certain nombre d'autres personnes à l'international socialiste ont été impressionnés par cette qualité de, comment dirais-je, d'exigence, de démocratie, d'indépendance et de propreté. Je suis rentré sur une méprise. Il croyait que j'étais fatigué. Donc je rentrais en déposant à mes bagages et en étant prêt à rentrer au PDCI, à rentrer au gouvernement. Cette erreur d'analyse de la part d'Houphouët m'a sauvé. Décidé que jamais, il organise dans le plus grand secret un congrès clandestin de l'embryon du Front populaire ivoirien. Le 19 et 20 novembre 1988, le congrès a eu lieu ici. Moi, en tant que hôte du congrès, j'avais la mission historique d'assurer la sécurité des congressistes. Ils sont venus, ils ne m'ont pas vu. Ils ne devaient même pas me voir. Et je leur ai cédé la maison. Et comme je n'étais pas parmi les 20 qui devaient siéger pendant le congrès, j'ai pris ma voiture et nuit et jour, je faisais la ronde autour de la maison pour détecter toute présence nuisible. On avait des noms d'emprunt. Dans ce congrès constitutif du FPI, il n'y avait que 2 femmes, Simone Yves et moi. J'ai dit à mon voisin que la mutuelle de développement de mon village doit se réunir. Donc, je vais passer la nuit chez lui. Et c'est comme ça, quand j'ai fini de faire mes rondes, vers 1h, 2h du matin, je vais dormir chez mon voisin. Notre grande chance à ce congrès, c'est que la police nous suivait. Mais la police a fait fausse route, elle est plutôt partie vers un autre chemin, vers nous chercher ailleurs qu'à Dabou. J'étais conscient des dangers qui planaient sur moi, mais je l'ai fait par conviction militante. Parce qu'en ce temps-là, personne ne savait qu'en 90, le multipartisme serait réinstauré en Côte d'Ivoire. Pour nous, pour moi, c'est pour nos enfants qu'on luttait. Le soir même de notre retour, Anaki, qui était membre de notre organisation et qui avait participé avec nous au congrès constitutif, a été arrêté. Je suis sorti du bois pour le défendre et pour demander qu'on le libère. Donc, on ne pouvait plus me proposer de rentrer au gouvernement, ça me libérait de ce côté-là. Quand Anaki est sorti de prison, qu'on s'est retrouvé, il était étonné de me voir parce que pour lui, j'ai été tué. Parce que il dit que chaque jour, les gens le prenaient et il l'amène dans la région de Dabou pour l'obliger à retrouver le lieu où s'est tenu le congrès constitutif. Bon, comme lui-même, il ne connaissait pas très bien le coin, donc il les faisait balader. Pendant plusieurs mois, ils l'ont fait. À un moment donné, ils l'ont laissé. Donc lui, il pensait que j'avais été retrouvé
et que j'ai été éliminé. Entre 88, donc, la date de l'arrestation de Naki, et le 30 avril 90, la date de la proclamation du multipartisme, on m'a gardé à résidence surveillée chez moi 4 fois. Je rentre de l'école, et puis là, il y a des voitures de police partout, des policiers, et on est en résidence surveillée. On me dit, vous n'avez pas le droit de rentrer. Je dis, mais j'habite là. Et vous n'avez pas le droit de rentrer. Alors, il faut que je fasse le tour de la maison, puis je passe par un espace de la clôture qui est suffisamment bas pour que je puisse sauter, et puis je rentre dans la maison. Puis ensuite, je ressors, je dis au policier, je suis rentré. Hein. En 1989, le mur de Berlin tombe. Le monde change. Le parti unique ne se justifie donc plus. On a décidé de faire un journal. Le journal, évidemment, et on ne pouvait pas le réaliser ici. Donc, on réalisait le journal en France. Mais il faut le faire entrer. Alors, on a trouvé des alliés au Burkina Faso. Avec des carcasses de viande, on mettait les journaux en bas et puis la viande au-dessus. Et puis voilà, c'était des colis de viande qui étaient envoyés à nos camarades. On paye les droits de douane pour la viande et puis on emporte des cartons de là-bas. On se partage la viande et on récupère des journaux que l'on vend. Par exemple, proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y a eu quelques livres qui sont allés directement, mais je dois dire que le gros lot est passé par là. J'ai trouvé un libraire au niveau de Ouagadougou. Je lui ai pas expliqué de quoi il s'agit. Hein. Il avait son nom, il recevait les bouquins. Bon, moi c'était juste pour qu'ils puissent les sortir de la douane et puis qu'on puisse les envoyer de l'autre côté. Mais une fois le libraire a vu, la douane l'a convoqué pour lui demander, mais ça ce sont des bouquins, c'est proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est déjà gouvernée. Donc il y a eu problème et le libraire a voulu se rétracter. Je l'ai calmé, je lui ai dit, calmez-vous, il n'y a pas de problème, on va gérer ça. La contestation urbaine, renforcée par une crise économique certaine, joue pour le FPI. En 1990, l'inéluctable se produit. Le multipartisme est réinstauré. En 1990, nous avons forcé le destin de plusieurs façons. La première façon, ça avait été de nous lever et de dire, après tout, dans la constitution de la Côte d'Ivoire, le multipartisme est reconnu. C'est dans les faits, en réalité, que le multipartisme était interdit. Donc nous avons dit, eh bien, advienne que pourra, nous prenons nos textes, nous allons les déposer. Au moment où nous arrivons en 90, le régime du président Faure était très largement fragilisé. Monsieur Koumoué et Kofi avaient échoué dans sa volonté de réduire les salaires. Et en 89, la Banque mondiale lui impose le recrutement d'Alassane Ouattara, nommé président du comité interministériel pour régler les problèmes justement de la crise socio-économique. Nous avons utilisé ces instants-là du pays pour poser le problème de l'ouverture démocratique et donc de la fin du parti unique. Quand on a prononcé le multipartisme, Laurent Gbagbo était dans un coin, on l'a senti triste. Alors qu'il devait être content, c'était quand même aussi son œuvre. Mais il a dit non, le plus dur commence aujourd'hui. Je disais, Moïse, il a libéré le peuple d'Israël, d'Égypte, mais il n'est pas rentré en terre de Canaan lui-même. Mais je voulais préparer les gens à l'hypothèse que je ne vois pas le multipartisme moi-même et à l'hypothèse que je ne vois pas notre arrivée au pouvoir. Au camarade Laurent Gbagbo d'être le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Ça a été un choc pour le PDCI. C'était comme si nous commettions un crime de lèse-majesté. Comment vous osez faire affront au père de la nation, le président Faure-Boigny, ce monument, mais au moins laissez-le mourir d'abord. Au Seigneur-Sou, vient me proposer une discussion qui dure un mois. C'était qu'il fallait que je laisse Faure-Boigny candidat unique pour avoir des postes de députés. Je refuse, évidemment. Chaque fois que ce pays-là traversera des difficultés, il trouvera en moi un fils digne pour redresser la tête et me battre pour que ce pays se sorte de toutes les difficultés où il est plongé.
La semaine même où les candidatures devaient être clôturées, ça devait être un samedi, le mercredi, le PDCI fait voter une loi à l'Assemblée nationale disant que désormais, pour pouvoir déposer sa candidature, il fallait, au présidentiel, il fallait que le candidat paye une caution de 20 millions de francs. Évidemment, ils ont fixé 20 millions de francs après avoir fait un tour dans nos différents comptes bancaires. Et quand ils ont cumulé nos différents avoirs, je ne sais pas si ça atteignait même 5 millions de francs. Alors, le téléphone marche, on fait appel à tout le monde, on met une table, comme pour une veillée, et puis les gens viennent, donnent l'argent. Il y a même un homme du PDCI qui nous a donné 7 millions. On a même des gosses qui sont venus, qui ont payé 25 francs, des pièces de 100 francs, des pièces de 50 francs. Des gens ont donné des billets de 500 francs, de 1000 francs. Le jeudi soir, on avait 36 millions. Nous avons donc le vendredi déposé les 20 millions au trésor et il nous est resté 16 millions. C'est avec ces 16 millions que nous avons fait la campagne présidentielle de 1990. On parle d'un état de 11 000 sites, là, il est parti par. Quand il va dans un endroit, dit que le président Faure a dormi là, il dit bon, moi je vais dormir là. On dit que le président Faure s'est assis sous cette table là, il dit moi je vais m'asseoir sous cette table là. On ne construit pas la Côte d'Ivoire en étant à Paris ou à New York. Il faut être à Suifri, il faut être à Tanda, il faut être à Grabo, il faut être à Tengerla, il faut être à Boisseau. Il connaît la culture, la tradition de la Côte d'Ivoire, le relief de la Côte d'Ivoire, la mentalité des populations. Il a vécu avec ces populations-là. Et là, je pense que ça a été un point fort. L'enseignement qu'il donne là, quand on veut diriger un jour les hommes, il faut les connaître. Tout candidat à la présidence de la République doit être prêt à tout moment à expliquer au peuple de Côte d'Ivoire son projet de gouvernement, son programme de gouvernement et son projet de société. Cette explication peut prendre plusieurs formes, y compris la forme d'un débat contradictoire. Monsieur, je suis prêt à n'importe quel moment à débattre avec mon adversaire. Quand j'ai vu ce fabuleux meeting d'août 90, quand j'ai vu le stade de Trècheville plein, on ne voyait même pas l'herbe de la pelouse tellement il y avait de monde. Je dois dire que j'étais très très ému en pensant à toutes ces années-là. J'ai eu 18%. Et comme il fallait avoir 10% pour avoir le remboursement de sa caution, on nous a remboursé les 20 millions. Avec la moitié, nous avons fait la campagne législative et avec l'autre moitié, nous avons fait la campagne municipale. Je revois Laurent Gbagbo montant à la tribune avec cette phrase qui est restée gravée dans ma tête et qui est à la fois d'une certaine manière très africaine mais qui reflète bien sa personnalité. Il a dit « doucement, doucement, nous sommes pressés ». C'est-à-dire vraiment pour les militants, c'était pas trop vite, cassez pas de vaisselle, on va y arriver, il faut savoir garder le rythme, il faut respecter le temps. François Mitterrand disait de son côté, il faut donner du temps au temps, c'était une approche un peu commune. Après que les travailleurs, les étudiants, les élèves soient descendus dans la rue à partir du 19 février 1990, quand le Front populaire ivoirien, le 2 avril, pour accompagner les mouvements sociaux, a déposé la préfecture de police en bravant les risques d'arrestation, les documents pourraient être arrêtés avec la liste de tous les membres fondateurs. Quand à la suite de ces événements, le 30 avril, le PDCI a reconnu qu'enfin il ne pouvait pas gouverner seul, eh bien nous avons pensé que c'était une grande victoire. Les forces qui redoutent l'ouverture démocratique s'organisent. Et le mardi 18 février 1992, une répression sauvage s'abat sur les démocrates ivoiriens. En mai 1991, à la cité universitaire de Yopougon, une descente policière commandée par la FIRPAC avait estimé que les étudiants en faisaient trop et donc voulait leur en faire voir. Ils ont cassé de l'étudiant et ça avait traumatisé tout le monde. Et nous sommes descendus dans les rues, nous avons manifesté, nous avons obtenu du président Houphouët à l'époque la mise sur pied effectivement d'une commission d'enquête. Elle était dirigée par le magistrat Camille Oguier,
composé par le pouvoir, par Houphouët lui-même, et les conclusions étaient accablantes. La responsabilité de l'armée, du général Gueye, à l'époque c'était lui qui dirigeait l'armée, c'était lui le chef d'état-major, avait été nettement, clairement identifiée. La commission a remis les conclusions de ses travaux au président de la République. Ce dernier a estimé qu'il ne pouvait pas retourner son propre couteau contre lui-même. En février 1992, nous sommes à nouveau descendus dans la rue pour demander que les militaires soient sanctionnés. Parmi les marcheurs, il y avait les étudiants de la FESI. Parce qu'au même moment, devait avoir au palais de la justice le procès de leur secrétaire général, Aipo. On n'était même pas à côté du palais de justice, même pas dans ce convoi-là, dans cet alignement-là. On a déjà vu les voitures brûler très loin. Et qu'on avait déjà préparé des voitures à être brûlées avant qu'on arrive. Notre marche a été violemment dispersée et ils ont tiré même à balles réelles. J'ai pris ma jeep pour sillonner dans le plateau et j'ai remarqué que le véhicule du secrétaire général du FPI était stationné vers l'Aran, mais le véhicule était vide, à la hauteur de l'immeuble Sogefia. Le gardien m'a appelé pour me dire que les dignitaires du FPI étaient au sous-sol. C'est au même moment que les militaires sont arrivés. J'ai constaté qu'ils ont pointé l'arme dans notre direction. Donc, j'ai fait ouvrir pour récupérer maintenant le secrétaire général du FPI. Et j'étais en tenue militaire. Donc, j'ai tourné mon corps comme bouclier. Et lui, il s'est mis derrière moi. J'ai avancé pour le placer à l'arrière de la Jeep. Parce que la Jeep était presque collée au portail. Et pour assurer la sécurité arrière du véhicule, j'ai mis le capitaine Baté, aujourd'hui il est colonel. J'ai fait démarrer en trombe la Jeep et je l'ai conduit au commandement supérieur pour le présenter au commandant supérieur. En sortant, c'était le général Tani. Moi, j'ai eu moins de chance parce que moi, ce sont les militaires justement qui m'ont trouvé. Et j'étais avec 4 ou 5 autres personnes. Nous étions réfugiés dans des bureaux, dans un bâtiment, et ils nous y ont trouvés. Ils nous ont amenés donc au camp militaire là, du plateau, et on a été passé à tabac comme c'est pas permis. Une fois de plus, ce sont les gendarmes qui, sur leur radio, ont écouté les commentaires des militaires et qui ont découvert donc où les militaires nous avaient menés et les traitements qu'ils étaient en train de nous faire subir. Ce sont eux qui sont venus et qui nous ont arraché des mains des militaires. Mais moi, je m'étais évanoui sous les coups. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ, qui étaient pour la plupart armés, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Monsieur Gbagbo a été pris en flagrant délit de casse. Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. 5 militaires qui ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 5 militaires ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Vous y étiez présent, vous les avez vus? Je préfère avoir des preuves d'abord. À la Maca, comme vous savez ce qu'on avait fait, c'est-à-dire rien. Donc on était là, on était tranquille,
On s'organisait. Laurent Akoun était devenu notre Abdallah parce que sa chambre était devenue un magasin de vivres. Nous étions nourris par les militants et sympathisants qui étaient dehors. Des personnes parfois qui n'étaient pas forcément du même bord que nous, mais qui estimaient que la cause que nous défendions était une cause juste. Laurent Gbagbo réfléchissait beaucoup. C'était une période de répression pour lui. On essayait de l'anéantir politiquement, psychologiquement. Son fils avait été arrêté alors qu'il n'avait pas été dans la marche. Son épouse était arrêtée. Donc il était en prison avec pratiquement sa famille. Et dans cette prison, j'ai découvert l'envers du décor. C'est-à-dire, j'ai découvert la barbarie. Avec des membres du Parlement européen, on s'est quand même un petit peu démené pour le sortir de prison. J'en ai parlé plusieurs fois au président de la République française, à François Mitterrand. On a trouvé tout à fait anormal qu'il soit emprisonné. En plus, j'ai eu des informations en provenance de Côte d'Ivoire me disant que tout ça quand même avait été bien organisé, quoi. C'était pas un hasard. Et quand je dis des informations, c'est un officier de haut grade ivoirien qui est venu me voir pour me dire en réalité nous avons sauvé la vie de M. Gbagbo parce que l'intention c'était plutôt qu'il n'en réchappe pas. C'était quand même un régime qui était réputé démocratique, mais on n'aimait pas beaucoup les opposants. Et le Premier ministre était M. Ouattara. Quand la loi d'amnistie intervient, Henri Emmanuelli invite le couple Gbagbo officiellement en France. Henri Emmanuelli, qui est quand même le 4e personnage de l'État français, invitant le couple d'opposants au système Houphouët, ça a quand même une grande force quand on sait la relation entre la France et la Côte d'Ivoire, les relations entre François Mitterrand et Houphouët-Boigny. Et il ne faut pas oublier aussi qu'Henri Emmanuelli est un proche de François Mitterrand. Donc, à ce niveau-là, il a, je dirais, marqué un point important. On a la conscience de le légitimer, on ne fait pas ça pour ça, mais on fait ça parce que c'est pas admissible. Dans une démocratie, on n'emprisonne pas les opposants au prétexte qu'il y a eu une manifestation. En janvier 1993, Bédié demande et obtient d'Houphouët une session extraordinaire du Parlement pour juger les privatisations de Alassane Ouattara. Et je viens à l'Assemblée. Et j'ai dit aux députés FPI, vous ne dites rien. Nous n'étions que 9. Et c'est là que je vois le début de la guerre des héritiers. Bédié contre Ouattara. C'est là que tu vois la profondeur de ce qui les sépare. Et c'est là que tu te rends compte qu'ils ne se réconcilieront jamais. Pendant la maladie du président Houphouët-Boigny à Paris, j'ai été convoqué par lui en tant que secrétaire général de son parti. Il m'a dit ce que je considérais comme le testament qu'il me laissait. S'il m'arrive de disparaître, faites en sorte que la Constitution soit appliquée. Là-dessus, Houphouët meurt à la fin de l'année, en décembre 1993. Je me suis battu et j'ai réussi ma mission, c'est-à-dire celle de faire appliquer la Constitution, malgré l'opposition de l'ancien Premier ministre. La Constitution, notre loi suprême, me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assume dès maintenant et le pays sera gouverné. À cette fin, je demande à tous de se mettre à ma disposition. Il y a toutes les péripéties qui ont entouré la démission de Ouattara. Il fallait qu'il libère la primature. Les bédéistes étaient prêts à en découdre avec lui. C'était l'époque où le régime au pouvoir voulait démontrer que l'ancien Premier ministre de Houphouët-Boigny n'était pas de nationalité ivoirienne. Donc, il quitte la primature. L'année qui suit, Guinée-Koubena lance le RDR. Guinée et moi, on se connaît. Donc, même si on n'était pas d'accord, on peut se dire tranquillement qu'on n'est pas d'accord et puis on ne sait pas. Mais la personnalité de Guinée-Koubena à la tête du RDR a facilité l'alliance entre le FPI et le RDR. Nous proposons la solution de la vraie ouverture, la solution de la vraie discussion.
la solution du vrai dialogue, la solution du vrai débat. Asseyons-nous donc et discutons. Le pouvoir n'est pas prêt à dialoguer avec l'opposition. Le RDR et le FPI décident de boycotter les élections de 1995. Le boycott actif a laissé beaucoup de traces, beaucoup de sang, beaucoup de sueur, beaucoup de larmes. Tout ce qu'on a comme acquis aujourd'hui. À partir de ce boycott actif, le vote à 18 ans, les urnes transparentes, le bulletin unique, les procès-verbaux, la commission indépendante, ce n'était pas évident. Il fallait se battre, c'était un refus justement du jeu démocratique. Et nous allons aux élections législatives, qui sont intéressantes, non pas dans notre rapport avec le pouvoir, avec le PDCI, mais dans notre rapport avec nous-mêmes. On se rend compte très vite que le Front républicain est assis sur quelque chose de très fragile. Quand il s'agit de désigner des candidats, c'est le clash. Le RPI croit que c'est Laurent Gbagbo qui est le président de la République. Le RDR croit que c'est Alassane Ouattara qui est le président de la République. Et dans les bien loin. Dans le cadre du Front républicain, Alassane Ouattara pensait pouvoir utiliser Gbagbo pour accéder au pouvoir en disant « il me laissera devant ». En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui croient que j'étais à la politique pour m'amuser, pour les accompagner. Moi, je ne suis pas venu pour m'amuser ni pour les accompagner. Je suis venu pour être président de la République, pour gouverner la Côte d'Ivoire. Les autres se sont crus être en quelque sorte nominés pour exercer le pouvoir. Et lui n'avait, à leurs yeux, aux yeux des autres, qu'un accessible. Donc il pouvait, à la limite, contribuer à la montée ou à la prise du pouvoir par l'un de ses fameux héritiers, être un second, dans le meilleur des cas, mais ne jamais être devant. Lorsque tu es né chef, Dieu fait réunir les conditions pour que tu sois chef. Il fallait bien que d'autres arrivent, qui soient des amateurs et qui se mettent à commettre des erreurs à tout bout de champ. Et comme il avait les hommes de réflexion, des gens qui sont organisés, des gens qui ont milité, des gens qui savent où ils s'en vont, et ceux qui viennent ne savent rien du tout et veulent des gens qui savent. Donc il appelle à Laurent. Laurent Gbagbo continue son combat. Un combat à peine interrompu par un grave accident auquel son épouse et lui survivent miraculeusement. Pendant ce temps, la situation du pays ne cesse de se dégrader. En 1998, pour calmer la situation, nous avons pris l'initiative de discuter avec le gouvernement sur les problèmes électoraux. Le PDCI restait totalement fermé à la discussion. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le coup d'État de décembre 1999. Les jeunes frères d'armes m'ont fait appel, ils sont venus me demander de vous dire, chers compatriotes, qu'à partir de cet instant, le président Henri Konaté Dieye n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo se trouvait à Libreville, en visite. J'ai dit au président Bongo qu'il fallait que je rentre et qu'il fallait que ce jour-là même je sois dans les limites du territoire ivoirien. Je ne pouvais pas rester dehors devant un tel événement. Moi j'attends la fin de la coalition pour voir si c'est l'idée qui est tombée, ou si c'est le PDCI qui est tombé, ou si c'est le régime PDCI qui est tombé. Mais la Chine de M. Binche profite à tous ceux qui étaient fatigués de le voir. C'est ça. Or, paradoxalement, ceux du PDCI étaient plus virulents que nous. Mais comme ils ne criaient pas pour nous, parce qu'ils ne pouvaient pas crier sans risquer leur poste. Donc, ils ne crient pas, mais nous, on a. Le général Gueye me reçoit. Il dit qu'on va former un gouvernement de transition avec tous les partis politiques. Il nous demande des noms, on lui donne des noms. Je me rends compte qu'un parti est plus favorisé que nous. Il s'agit du RDR. Alors que je ne vois pas pourquoi le RDR serait plus favorisé que nous. Puisqu'il n'a jamais été montré que le RDR a plus d'audience que nous. Aucune élection ne l'a montré. Ça a été un grand moment. Quand il a dit ah non, je ne pensais pas que c'était un coup d'État RDR, comme on est dans un gouvernement RDR, vu la composition des portefeuilles. Donc il a su mettre le haut là déjà, et on a dû reprendre. Donc ça là encore, ça l'a positionné. Donc nous nous sommes dit, allons participer à ce pouvoir. Ça va nous permettre d'encadrer ce monsieur qui est seul et de le pousser donc
le plus rapidement possible à sortir du système de gouvernement militaire. La première mission, c'était que, on empêche le CNSP, et en tout cas le chef du CNSP, Guy Robert, de basculer dans le camp du RDR. Et deuxièmement, de tout mettre en œuvre pour que, dans les meilleurs délais, le CNSP organise effectivement les élections sans éliminer la candidature du candidat du Front populaire ivoirien. J'ai dit à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Guy Robert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la politique, il ne faut pas rentrer dans un chemin qu'on ne connaît pas. Quand on connaît le chemin, alors on a des chances d'en sortir victorieux. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique qui le soutienne. Et il n'était pas représenté dans tous les bureaux de vote comme nous l'étions. Africa numéro 1 avait dégagé deux reporters. Un mis à la disposition de Robert Gueye, un mis à ma disposition. Il ne me prenait pas au sérieux au départ. Quand on a fait Bouna, Bondoukou, Abangourou, il nous suivait parce que bon, c'était son travail. Et quand on a fait Korogo et qu'on est arrivé à Bouaké, il s'est approché de moi. Il dit, Monsieur le Président, je pense que c'est vous qui allez être élu. Parce que ce que je vois, j'ai dit, mais il y a longtemps que je sais ça. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. Que la politique, c'est un métier aussi. Le soir même du dépouillement et de la compilation des résultats, il se rend compte que c'est Gbagbo qui est en train de gagner. Donc il décide d'intervenir militairement pour bloquer la proclamation des résultats et se proclamer vainqueur des élections. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. C'est un pari, je veux dire, c'est un pari aussi sur sa crédibilité par rapport au peuple ivoirien. Et les gens descendent effectivement et vont permettre de rétablir le vrai résultat. C'est au vu de cette marée humaine que Guy Robert a décidé de prendre l'hélicoptère et de s'enfuir, de quitter Abidjan. Le soir même où la victoire du président a été proclamée, Alassane Ouattara a lancé ses troupes dans les rues. Il a considéré que le pouvoir était vacant et donc il pouvait en profiter. Il y a eu énormément de victimes ce jour-là. Et quand je vois le rapport qu'ont fait les médias de cette élection, il y a aussi une forme, je dirais, d'imposture, parce qu'on a complètement oublié ces victimes ivoiriennes, toutes ces citoyennes et citoyens ivoiriens qui sont morts le mardi soir et au début de la nuit du mardi au mercredi, pour précisément que les résultats soient rétablis également, qui vont mourir le mercredi matin. Je l'ai eu au téléphone le soir même où il a été élu, où la situation était quand même assez compliquée en Côte d'Ivoire. Et où il m'a étonné parce que je lui ai demandé où il était. Il m'a dit, je suis au siège du FPI, du Front populaire ivoirien. Et je me souviens de lui avoir dit, écoute, moi je n'y resterai pas parce que c'est peut-être dangereux. Et il m'a dit, ça m'est égal. J'ai été élu et je ferai valoir mes droits, quoi qu'il advienne. Et je l'ai trouvé très courageux. Considérant que M. Laurent Gbagbo a recueilli la majorité absolue du suffrage requise pour être élu au premier tour du scrutin. En conséquence, il convient dès lors de proclamer M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment.
Le peuple, ce n'est pas un vain mot. Le peuple, c'est une réalité très concrète. Quand il décide et qu'on veut manipuler sa décision, il se dresse toujours. Dans notre pays, le peuple s'est toujours dressé. C'est parce que les gens n'ont pas étudié l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 1945, le peuple s'est dressé pour mettre Oufoué au pouvoir. Il y avait des gens qui avaient des langages méprisants vis-à-vis d'Oufoué, des candidats. Ils n'ont même pas dépassé 5%. En 1949, 1950, quand on a voulu tuer l'espoir du peuple qui était les RDA, le peuple s'est dressé comme un seul homme pour marcher sur tout ce qui bougeait. Boisflé, Dembocro, Grand Bassam, Trècheville. Je me suis rendu compte que c'était la victoire d'un homme, incontestablement, à ce moment-là, mais d'un parti aussi. Ce qui était rare en Afrique de l'Ouest. Jamais un parti n'a véritablement gagné. Alors que dans le cas de Gbagbo, il gagne, c'est sa personnalité qui tranche, sans aucun doute, mais c'est sa personnalité en tant que chef de parti, et il est accompagné dans sa conquête du pouvoir par un parti politique. La tâche est immense pour Laurent Gbagbo. Isolé après le coup d'État de 1999, le pays doit se repositionner sur la scène internationale. Et c'est la mission prioritaire de ce que l'on a appelé le gouvernement des professeurs. Nous avons eu, principalement dans un premier temps, à travailler à restaurer la paix sociale. Donc c'est ce qui fonde toutes les démarches que nous avons engagées pour que le RDR, qui avait boycotté les élections législatives, revienne dans le processus électoral et dans le processus démocratique. Et c'est ce qui explique aussi l'organisation fin 2001 du Forum de la réconciliation nationale, qui était quand même prévu dans notre programme. J'ai tenu dans la formation du gouvernement à honorer une promesse que j'avais faite au président Kérékou et Adema, qui était consignée dans une déclaration que nous avions faite ensemble. On avait signé qu'on allait aux élections, mais que celui qui avait gagné associait au pouvoir les autres. La question aussi de la reprise de nos relations avec la communauté internationale était aussi un élément fondamental. Parce que la situation de la Côte d'Ivoire, surtout au plan économique, avec les déficits importants, faisait que nous avions l'obligation de renouer avec la communauté financière internationale. Je fais un budget sécurisé pour dire comptons sur nos propres ressources. C'est l'acte de responsabilité que je voulais poser. C'était un message à l'endroit des bailleurs de fonds, des États comme des institutions. Nous souhaitons que vous nous accompagniez. Si vous ne venez pas, on fera quand même notre route. C'est ça le budget sécurisé. Et dans les familles, ça a été adopté comme tel. Laurent Gbagbo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. Gbagbo n'est pas un chef d'État qui demande, qui avant d'aller en conseil de ministre, doit prendre voilà d'abord l'ordre du jour et donnez-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et c'est tout ça qu'ils n'ont pas supporté. C'est un homme irréductiblement indépendant dans ses jugements, dans sa volonté de souveraineté, d'établir la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et c'est cette dernière qualité qui lui a valu des inimitiés, des haines qu'il a concentrées sur lui, du président Chirac ou d'un certain nombre d'autres. Il a hérité d'un certain nombre de problèmes avant d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a créé l'ivoirité, je crois qu'il en a hérité. Et les problèmes, les Burkinabés les ont eu là-bas, mais ce n'est pas de son fait. Les gens pensent que la guerre, c'est forcément les armes. Mais quand vous affamez les gens, les ferments de la guerre sont là. Quand vous faites de la discrimination raciale, les ferments de la guerre sont là. Avant que Gbagbo n'arrive, il n'y a pas eu explosion. Entre le PDCI et le RDR, les emprisonnements, les renvois de leur poste, systématiquement. En 2002, le président ivoirien a prévenu les Français qu'il était informé de ce qu'il y avait en préparation, une insurrection. La France lui a répondu qu'elle n'était au courant de rien. 19 septembre 2002, c'est la guerre. 300 personnes meurent en une seule nuit. Parmi elles, Robert Gueye, ex-chef d'État, Émile Bogadoudou,
ministre de l'Intérieur et compagnon de lutte de Laurent Gbagbo. En visite officielle en Italie, le président de la République rentre. Le fait qu'après les événements du 19 septembre 2002, nous ayons entendu que le président Laurent Gbagbo revenait de son voyage d'Italie malgré les coups de feu, nous avons été comblés de joie et nous avons vu en lui un homme d'État. C'est la Côte d'Ivoire qui est attaquée. Mon pays est attaqué. Mon devoir est de faire front. Le soir même de son arrivée, je vais le voir pour dire, Monsieur le Président, dans 2 jours, il y a la réunion de la zone franc à Paris. Mais compte tenu de la situation, j'ai décidé de rester à vos côtés. Et le président me dit, va faire ton travail. Je ne t'ai pas encore nommé ministre de la Défense. La nature de l'agression correspond totalement à ce qui est défini par ces accords et qu'en conséquence, nous devons faire appel à la France pour nous aider à repousser les agresseurs. Il s'agit actuellement en Côte d'Ivoire d'un conflit interne à la Côte d'Ivoire, ivoirien, si je peux dire. Et bien entendu, il n'est pas question que la France s'immisce dans ces affaires. Avant la table ronde de Marcoussis, j'avais rendez-vous avec lui ce jour-là à 18h. Et puis aux environs de 17h, la nouvelle est tombée que la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, venait de tomber aux mains des rebelles. Je lui dis, Président, excusez-moi, si on peut reporter notre rendez-vous, ce ne serait pas mauvais. Le temps pour moi de vous laisser, de vous concentrer. Il m'a dit, non, jeune homme, moi je suis toujours concentré. J'ai dit, Président, j'ai pensé que la situation allait vous perturber par rapport à la prise de Mans. Il dit, non, moi, je suis le dernier rempart. Si je panique, et mon peuple. Finalement, ce sont les présidents de partis qui sont réunis. Les autorités de l'État en tant que telles ne sont pas là. Et donc, après, on va faire endosser un accord entre partis par un chef d'État qui est invité après la table ronde de Marcoussis. Et on entérine tout ça en présence du secrétaire général des Nations Unies, du président de l'Union européenne. Je ne me laisserai pas déshonorer et je ne laisserai pas déshonorer le peuple qui m'a élu. À Marcoussis, on a tout dit, sauf faire ce qui pouvait nous amener à arrêter immédiatement. Quand vous reconnaissez que quelqu'un est chef d'État et qu'il doit rester à son poste, ça devient difficile de le contourner. Mais est-ce que tout ce qui s'est passé dans l'intervalle n'était pas fait en sorte qu'on contourne celui qu'on considère comme chef d'État? J'étais révolté de voir que le monde entier se réunit pour dépouiller un homme qui a gagné de haute lutte un pouvoir qu'il exerce. Laurent Gbagbo a gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2000. Des élections qu'il n'a pas organisées. Des élections organisées par un militaire qui a fait un coup d'État. Il a un subconscient européen, qui fait que quand quelqu'un fait irruption sur la scène de l'histoire, comme Laurent Gbagbo, qui dit non,
finit le privilège et qui met en œuvre la vraie souveraineté africaine qui a été volée, détournée, pervertie depuis 1962, surtout sous Houphouët qui était au service total de l'empire néocolonial, eh bien ça heurte le subconscient néocolonial. Et pas de coup. Et pas de coup. Allez, coup c'est. Il n'y a pas que ils l'ont traité comme si c'est quelqu'un qui avait fait un push militaire. Pour reprendre ses propres termes, c'est comme si c'est quelqu'un qui est parti attaquer un pays qu'on appelle la rébellion. Mais j'étais là aussi réconforté par son attitude digne. Et il a terminé son intervention ce jour-là en disant, pour rappeler aux Français, il a dit, je suis fier d'être le fils du sergent Koudou. Koudou qui a combattu pour la France. Celui qui pense qu'on peut sortir de la crise en travaillant à l'affaissement de l'État est contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. Il a essayé de vider la fonction présidentielle, malgré notre constitution. Nous avons une constitution présidentielle. Il a essayé de transférer le pouvoir du président de la République à quelqu'un qui est tout simplement nommé par lui, à un premier ministre non élu. C'est une incongruité juridique. Tout lui a été imposé. Le cadre, les acteurs et le programme à mettre en œuvre. Mais il les a acceptés. Il n'a pas voulu la confrontation directe, mais au fur et à mesure, progressivement, avec les premiers ministres successifs, que ce soit Seydou Diarra ou Konan Banny, il a montré dans l'application les limites justement de ces accords de Marcoussis. Quiconque, au nom des intérêts idéologiques ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. Il surprend chaque fois. Parce que là où vous croyez qu'il se trouve, il n'est plus là-bas, il a dépassé ça. Ce que je reproche au PDCI, je vais plus loin, c'est qu'en Marcoussis, ils ont défendu la légalité. Ils auraient dû continuer à faire de la résistance parce que c'est dans la logique du PDCI. On ne peut pas soutenir les dérapages de l'armée française et s'allier à la rébellion. Ça n'a pas de sens. En l'absence du chef, il a été attaqué. En l'absence du chef, il a été attaqué. Face au canon, le peuple est resté soudé. Aujourd'hui, je sais que mon peuple a un garçon. Aujourd'hui, je sais où se trouve la vérité. L'Ivoirien n'est pas bête, ni même pas Nous étions en 2004, précisément le 6 novembre. Là où son armée excédée déclenche une opération dignité sur Bouaké, le fief des rebelles. La France s'invite dans une guerre qui n'est pas la sienne, détruit toute l'armée de Gbagbo. L'armée était réduite à sa plus simple expression. C'est le paroxysme de la crise ivoirienne. La France affirme que 9 de ses soldats ont été tués. Elle entre en guerre ouverte contre Laurent Gbagbo. 35 chars français venant de l'intérieur du pays qui déboulonnent sur Abidjan, traversent la ville à toute allure et foncent donc directement sur notre résidence. Canon pointé sur notre résidence. Les militaires français qui se dirigeaient vers le palais ne pouvaient pas dire, comme ils l'ont dit, on s'est perdu, on ne savait pas où on était. On s'est trouvé autour du palais présidentiel par hasard parce qu'on a fait une erreur. Je n'y crois pas une seconde. Avant cela, nous avions déjà connu les tirs des hélicos de nuit sur la résidence. Les jeunes offraient leur poitrine nue. Et sur le pont, comme à l'aéroport, ils ont été mitraillés par l'armée française, qui tirait depuis des hélicos et qui les a abattus alors que c'était des gens qui manifestaient les mains nues. Oh
Des amis sont venus me proposer de me faire évader pour aller me faire dormir ailleurs. J'ai dit non. Il ne sera jamais dit que Gbagbo était un fuyant et qu'on l'a arrêté ou qu'on l'a abattu. Non. Si Gbagbo doit tomber, il tombera dans la maison où il travaille. Je commencerai par une déclaration solennelle que je fais au nom du gouvernement français et du président de la République, M. Jacques Chirac. Il n'est absolument pas dans l'intention de la force Licorne de renverser le président Gbagbo. Le président Gbagbo représente un gouvernement légal, élu au suffrage universel, et la présence de la force Licorne aujourd'hui dans Abidjan a uniquement pour but de rassurer et de sécuriser la communauté expatriée, qu'elle soit étrangère ou française. Après l'impasse des négociations autour de la crise ivoirienne, la médiation de la dernière chance est confiée au président du pays le plus puissant sud-africain, Thabo Mbeki. We were asked by the African Union and ECOWAS to intervene, to assist in terms of trying to find a resolution to the Ivorian crisis. The critical thing, in our view, was first of all to get a proper understanding of the nature of the Ivorian crisis. And to do that, it meant we had to talk to everybody. Quand Thabo Mbeki approche la crise ivoirienne, on sent que c'est quelqu'un qui vient d'un pays qui a connu l'injustice, qui a connu la souffrance, qui a connu l'apartheid. Once we got a clearer picture of the nature of the problem, we could understand how difficult it would be to enter into compromises. If you take, for instance, the matter about Alassane Ouattara and his possibility to be a candidate. I knew about this problem before the presidential election took place, when President Bedier was elected and Ouattara couldn't run. I knew about the problem because he had come to see me when he was still at the IMF to explain this problem. And I'd spoken to President Bedier about it, to say this was going to cause a problem. At that stage, he did not know President Gbagbo very well, but he said to himself, this is an African brother, I'm going to talk to him openly, honestly. If you take, for instance, President Gbagbo, he's a member of the FPI. He had to make sure that the things he says and the things he does would enjoy the support of the FPI, but they did not all the time. But then he had to take into account what is in the interest not of the party, but what's in the interest of the country, of the people of Cote d'Ivoire, and take the necessary decisions. Or you get the Guillaume Soro, who would tell me that, look, I agree with what is being said, but I also want to confess that I do not have the capacity to carry all of the rebels. So I'm going to be in problems, but because this is about the future of Cote d'Ivoire, we have to go ahead with this. So the things that we proposed were in fact not original to the mediation. They came from the Ivorians themselves. And you see, we were insisting on that because in the end, the only way any settlement would be able to survive and be implemented, survive, and provide a lasting solution would be if that settlement came from the Ivorian people themselves. It would not help if, as mediator, we think we've got clever ideas and we say this is what we think Cote d'Ivoire should do, and all of these people don't like this. Mbeki arrive à Abidjan le 9 novembre 2004 et ce dont il est témoin l'édifie sur le rôle de la France en Côte d'Ivoire. The French had taken over, for instance, Abidjan. So they were in control of the airport. They were in control of the road from the airport into the city. They were in control of the bridges in Abidjan. They were in control of the Hotel Ivoire. And so they were deciding what should happen.
So they did not want us to come. We said that we had an appointment with the President of the Republic and that we had an obligation to meet, to honor that appointment because we had been asked by the continent to act as mediator. And so we told the French that no, we were coming in order to meet President Gbagbo on the day that was agreed. And that we would land at Abidjan, we would have to, and drive into the city. So in the end, they said, all right, they agree, we should come. So we went. Quand il a vu les soldats français tenir l'aéroport d'Abidjan, tenir les 2 ponts d'Abidjan, ça l'a mis hors de lui-même. Mais il a gardé son sang-froid parce que pour régler la crise, il fallait garder le sang-froid. Et il est méthodique, mais déterminé et anticolonialiste, anti-impérialiste à souhait. There was a threat of a confrontation between the French soldiers who were in the Hotel Ivoire and people were demonstrating outside the hotel to stop those troops from attacking the presidency. So we discussed that with President Gbagbo to say that there was a danger here, that many people could get killed. And so President Gbagbo said to me that they would be ready to send people to the Hotel Ivoire to persuade the Ivorians who were demonstrating there, to persuade them to leave. And in return, French troops should leave the Hotel Ivoire and go and occupy another hotel further away from the presidency. Well, that required that I should speak to the then President of France, President Jacques Chirac, to make that suggestion. So I did speak to him while we were in Abidjan. So we agreed to that with President Chirac. And so, of course, I went back to President Gbagbo to say, no, I've spoken to President Chirac and we've agreed that they will evacuate the Hotel Ivoire. But before that, the Ivorians, the Ivorian demonstrators then should be persuaded to leave. So that was agreed. So at that point we left. This was just before we left Abidjan to come back to South Africa. So we then left with that agreement, go to the airport, only to find when we arrived at the airport, we then got a report that in fact the French troops had opened fire on the Ivorian demonstrators there and killed people. And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long. Le peuple de Côte d'Ivoire a l'air de s'amuser, d'être grincheux, de se plaindre toujours. Mais dès qu'il y a une situation difficile, où la Côte d'Ivoire est touchée dans son essence propre, le peuple est toujours debout. Et c'est pourquoi je suis fier des Ivoiriens. Restez mobilisés. Parce que c'est un mauvais coup pour nous essayer, mais nous gagnerons. J'ai reçu ce pays avec 322 000 km². Je le rendrai à mon successeur avec 322 000 km². On a number of occasions I've been in Abidjan and Yamoussoukro. You would find invalids, people on wheelchairs, sitting outside the hotel and asking for assistance. To the extent we can, of course, we do assist. But the important thing about that
was that all the times that we would meet them, they would communicate the same message to us, that the country, Côte d'Ivoire, is itself an invalid because of this crisis. And therefore, what we expect from you, President Beg, really what is necessary is that you must assist for Côte d'Ivoire to recover, because Côte d'Ivoire itself is like ourselves. We are sitting on the wheelchairs. We are also invalids. But please, you must do this thing for us. When President Beki said to him once, early on, to say, I'm taking you to Burkina Faso. You are coming with me to Burkina Faso to meet President Compaoré. I could tell that it caught him by surprise. But because he's pragmatic and he trusted him, he said, okay, my brother, I'm coming with you to Burkina Faso. And that was the beginning of the mending of relationships between Côte d'Ivoire and Burkina Faso. And President Compaoré was very gracious. Also, President Beki says, I'm flying to your country, but I'm bringing President Gbagbo. And he was also a little surprised, but was very, very magnanimous and gracious. So he told me that, because President Beki really threw this at President Gbagbo, just like that. But President Gbagbo, pragmatic. So they share a passion for Africa. They are very practical people. Je dis souvent que le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Rien ne peut résister au temps. On est arrivé à un moment où les héros sont fatigués. Les héros étant fatigués, quand j'ai fait une proposition de paix, une proposition win-win, gagnant-gagnant, bon, on accepte. Je veux dire que dans des discussions, il ne faut pas chercher à humilier quelqu'un. Quand on voulait négocier avec lui, nous avons pris cette précaution. Et puis, il faut prendre comme facilitateur quelqu'un à qui, celui avec qui vous voulez discuter, a confiance. C'est ce que nous avons fait aussi. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Si hier, nos turpitudes nous ont conduits à la guerre, aujourd'hui, notre détermination commune doit nous construire la paix. Il y a un temps pour tout. Le temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Un temps pour se battre, un temps pour se réconcilier. Un temps pour prendre les armes, un temps pour les déposer et les brûler. Peuple de Côte d'Ivoire, la guerre est finie. Répétez après moi, la guerre est finie. Encore que j'entende bien, la guerre est finie. Once the crisis took place in Côte d'Ivoire, immediately had an impact on a whole number of countries in the region. Côte d'Ivoire is a very important country in West Africa. It has the biggest economy in West Africa. It supports quite a number of countries. It hosts many residents of the different countries in West Africa. It's a very, very strategic country. And it's quite clear that if you solve the crisis in Côte d'Ivoire, it will have a positive impact on a whole number of countries in the region. Again, I'm talking about a Côte d'Ivoire which is committed to this vision of the transformation of the continent, of the renewal of the continent, of the renaissance of the continent, in a manner that really changes the lives of the ordinary people for the better. Ce combat qui est mené ici en Côte d'Ivoire dépasse le cadre ivoirien, pourrait être intéressant pour le continent africain et pourrait être intéressant pour tous les démocrates du monde. Côte d'Ivoire must come back to normality. As a democratic country,
with a successful economy, with stability, and able to play its own role in the region and on the continent. But of course, to get there, it's necessary to solve the current problems. The voter registration, the completion of the disarmament process in the north, all of these things that need to happen. Because you can't have the elections until the whole registration process has been completed. You can't have elections where parts of Cote d'Ivoire in the north, you still don't have a full extension of the administration to those areas. So these are challenges that need to be solved. Quels sont les ressorts de cet homme qui a traversé tant d'embûches, qui a cru en son destin envers et contre tout? Quel est le mystère Gbagbo? Quelle est la vision qui le conduit? Il ne parle jamais des moments difficiles de sa vie d'opposant. Par exemple, il m'a jamais décrit comment il a été arrêté le 18 février 1992. Il ne parle même pas de sa vie en exil à Paris. On a l'impression que pour lui, tout ce qui est arrivé était normal. Il ne dit rien contre le président Houphouët. Je trouve qu'il faut une force de caractère pour taire ces choses-là. Je constate qu'il n'est habité par aucun sentiment de revanche. C'était pas toujours facile, mais ça n'enlevait rien au fait que j'avais de l'admiration pour lui et que son absence physique était très souvent compensée par sa présence psychologique. Il rigole, il tape sur le dos facilement, mais dans le même temps, ce trait de caractère doit être vu à travers le prisme de la pudeur. Depuis le premier jour que je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui où les chefs d'État, c'est la constance. Il est constant dans ses convictions, constant dans ses relations avec les gens aussi. Nous sommes de partis politiques différents depuis 1994 quand nous avons créé le RDR. Mais le lien n'a jamais été coupé. Les idées forces de Nkrumah, il les a incarnées parce que malgré tout ce qu'on lui a fait, je n'ai jamais senti chez lui un seul jour une hésitation par rapport à la nécessité de l'union, de l'unité africaine, de l'intégration sous-régionale. Ce qui est la grande force de Laurent Gbagbo, c'est qu'il n'a pas été une gauche martyre. Il a été une gauche qui l'a emporté, qui a dépassé la crise. Une chose qui est certaine, c'est cette parole libre qu'il a, qu'il faut qu'il maintienne, qu'il la reproduise à chaque instant. Quand il affronte le gouvernement français, comme il a fait plusieurs fois, eh bien ça donne du courage, de la dignité à des millions d'Africains, pas seulement aux Ivoiriens. Ce qu'il veut, c'est la justice. Ce qu'il veut, c'est le respect de l'homme noir. Ce qu'il veut, c'est le partage. Mon père m'a légué deux choses, le socialisme et la foi chrétienne. Moi, pendant ces années difficiles, je crois que c'est la foi qui m'a porté. C'est la foi qui m'a porté. Et c'est elle qui me porte encore. Il y a des pays qui possèdent la bombe nucléaire, les États-Unis, la France, la Russie, l'Angleterre et la Chine. Et puis il y a nous. Mais nous pouvons nous en sortir si nous savons marcher entre eux. Donc on ne doit pas être angoissé. Nous devons tout faire pour que nous ayons notre pain quotidien. Pour que ici et là, nous prenions ce qui nous est utile pour notre propre développement. There is a shared vision on the continent about its politics, its economy, capacity to solve its own problems, all of these questions. There is a common position.
the big challenge is implementation. And in that context, you need the people. You need these committed African patriots. President Gbagbo is a champion of this view, because in the end, what these programs and policies say is that we must define our own future as Africans and not allow it to be defined by somebody else. L'Afrique, dès qu'il s'agit de régler un problème, se met à chercher un leader à l'extérieur et souvent se met à lui demander ce qu'elle-même possède, comme si chaque situation devait lui permettre de gagner quelque chose sur les Occidentaux. We must define a progressive future. And a progressive future, it means a future that actually impacts on changing the lives of the ordinary people for the better, both urban and rural. Not a process of change which just benefits a small minority and elite in the African countries, but a process of change which empowers the people, lifts people out of poverty, restores dignity to these masses, these millions of Africans. Moïse est l'homme politique que j'admire le plus. Les Hébreux qui avaient la foi en Dieu avant même Moïse, il y en avait beaucoup. La différence entre Moïse et les autres, c'est que lui, il était instruit. Je ne connais pas dans les luttes révolutionnaires un ignorant qui dirige une révolution. Les 5 premiers livres de la Bible, qui sont les livres attribués à Moïse, c'est le fondement de la morale dans le monde entier. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Aujourd'hui, ça a l'air banal quand on le dit. Mais il a fallu que quelqu'un l'écrive. Il a fallu que quelqu'un le théorise. Moïse est quelqu'un qui a véritablement transformé le mode de pensée dans le monde entier. Et quelle que soit la religion dans laquelle on se trouve, on est tous des mosaïques. Voilà ce que j'appelle un authentique révolutionnaire. C'est pourquoi je suis attaché à ce personnage mythique. Binye nongu sawa mele zigoliesa bisone liolie nongu sone gulu ojwe lo uli nyokwayirin rame nongu namo sonyame zigolie kabia yoile amempeleka pleple dukumako hayi jelo pele lo hayi jelo Nawo ni isabola o Binye nongu sawa mele zigoliesa bisone liolie nongu sone gulu ojwe lo uri nyonkwayirin rame nongu namo sonyame zigolie kabia yoyile amepeleka pepe dukumako hayi jero pele lo peut travailler un peu comme ça. De vous aussi des questions que vous allez faire le montage après. Ouais, Vincent, on peut. On va aller. Pour les causeries. Maintenant pour l'interview, on verra ça après. Alors tu dis quoi? Je t'écoute. C'est quelqu'un qui est toujours soucieux du bien-être des autres. Il a été beaucoup brimé dans ce pays, mais il n'y a pas tenu compte. Moi, je n'ai pas d'amertume et je ne crois pas avoir haï quelqu'un et je n'ai pas de grands regrets. Même il y a des gens qui vous ont fait beaucoup de mal, mais je cause avec eux tranquillement. Parce que ici, qui ne m'a pas fait du mal? Qui ne m'a pas fait du mal dans la classe politique? Qui? Tout le monde.
a essayé de me piétiner. Alors si je veux me venger, vous savez, le pays va exploser. Alors, il ne faut pas qu'il explose. Aujourd'hui, la guerre, là, j'ai même dit, si on tue, on me tue. Pour laisser Babo là, pour diriger le pays, il fallait être content. Parce que ça donne un signe. Lui, il est venu, c'est un enfant que Dieu peut-être nous a envoyé pour construire la Côte d'Ivoire. Vous voyez la statue là-bas, en tuile rouge. Je sais qui habite là. C'est la personne qui est venue me dire un jour, Monsieur le Président, c'est moi qui habite là, en face de vous. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non. Et qui dit c'est lui qui habite en face? Tu me critiques? Moi? Sur ce sujet. Non. J'ai dit, je sais la personne qui habite la maison en tuile rouge là. Et tu ris. Non. Il nous racontait des blagues pendant les moments les plus difficiles, où tout le monde était consterné, tout le monde semblait être en deuil. Lui, chaque fois qu'il nous trouvait là, il nous confortait et il nous encourageait, alors que c'est nous qui devions l'encourager. Cela ne veut pas dire qu'il ne cherche pas la solution. Il cherche la solution dans la sérénité. On va voir le coup de tennis là-bas. Alors, si tu veux jouer, je te le loue même pas. Par amitié, je te le cède. Deux combattants de la liberté se sont reconnus et ils ont décidé de sortir la Côte d'Ivoire du marasme de la crise politique et sociale qui frappait la Côte d'Ivoire. Et lui aussi, de façon constante, avec beaucoup de dignité, beaucoup de respect, comme l'a dit le président Gbagbo lui-même, a fait fi des a priori et des choses que les gens disaient. Et ceux qui ne connaissaient pas le président Gbagbo, il a voulu lui-même découvrir le président Gbagbo, découvrir le peuple de Côte d'Ivoire. Il est venu s'installer à Abidjan pendant 4 jours. Il a écouté tout le monde. Il a vécu la vie en Côte d'Ivoire. Il a senti dans son âme et dans son corps tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et à partir de là, il a su gérer la crise ivoirienne. Annie, c'est en novembre, là, quand les gens ont commencé à nous attaquer, que des amis ont mis ça ici. Il faut que je vienne dormir là-dedans. Je n'ai pas dormi là. J'ai refusé de venir dormir dans le sous-sol. C'est pas encore le film, non? C'est bon, Vous êtes juste les deux parce que le camarade qui était là à l'entrée. Non, en fait, lui, il nous accompagne. Ah oui. Si vous voulez bien vous rapprocher. Alors... Oui. Ah, il faut qu'il se taise un peu. Ah oui. Oui. Te montre. Excusez-moi. On va juste faire une. Merci. Bon. Ces Suisses sont bavards. On y va. On a travaillé ensemble avec Annie et African Queen sur son dernier projet. On était responsables pour le choix de caméras, bande montage. On a opté pour une Sony, une EX1 avec des cartes solid state pour une facilité de montage, éventuellement déjà en route pré-montage, et que le caméraman ne devait pas se trimballer avec des boîtes et des boîtes de cassettes. La collaboration s'est super bien passée avec toute l'équipe d'African Queen et Annie Celli en particulier.
Et voilà, on était ravis de pouvoir participer à ce projet-là et on sera ravis de faire la même chose dans le futur. Annie Tchallé m'a contacté pour faire ce film parce qu'elle avait entendu parler de moi par son mari, François Kensi, avec qui j'avais déjà fait un film musical au Congo. Je travaille depuis une trentaine d'années, je suis belge et je vis en France depuis une dizaine d'années. Je fais beaucoup de documentaires et j'ai tourné beaucoup en Afrique. Mais c'est la première fois que je participe à un film produit par une maison de production ivoirienne. C'était vraiment une expérience très très intéressante. Surtout que African Queen est vraiment une très très bonne maison de production. Les conditions de tournage étaient parfaites. J'ai été reçu comme un roi. Et je dois dire que j'étais vraiment surpris par le professionnalisme et la gestion de ce tournage, parce qu'on a tourné quelques semaines à Abidjan, on a tourné en Afrique du Sud, on a tourné au Burkina Faso, et tout s'est passé parfaitement bien. J'avais comme assistant quelqu'un à la lumière, il y avait un preneur de son, il y avait Annie qui faisait les interviews et qui réalisait le film. Et puis il y avait une maquilleuse, on avait vraiment une équipe complète et très professionnelle. J'ai été amené à travailler sur le tournage et le montage du film Un homme, une vision, réalisé par Annie Tchallé dans les studios African Queen. La première étape était donc en tournage à Paris, où on a interviewé Albert Bourget, Guy Laberty, Henri Emmanuelli. Ensuite, on s'est déplacé jusqu'en Suisse pour aller interviewer Jean Ziegler. La seconde étape était donc le pré-montage, le dérochage du film, où là j'ai dû me déplacer donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les studios d'African Queen. C'était la première fois que j'allais en Afrique et j'ai rencontré dans l'équipe de montage du studio. Donc cette équipe très professionnelle nous a apporté très rapidement tout ce qui nous était nécessaire en fait pour réaliser ce film. Ça a été un travail quand même assez dur, donc pas mal d'heures par jour. Il y a eu pas mal de discussions sur la manière la plus réaliste, la plus objective de faire ce montage. Avec toutes les données qu'on avait, avec toutes les interviews qu'on avait, qui avaient été faites un peu partout dans le monde. Je pense qu'on était ravis de participer à cette aventure, de ce film qu'Annie a réalisé. Nous sommes intervenus pour la finition image, au niveau de l'étalonnage et au niveau du mixage. Je travaille chez Triangle 7 et donc j'ai travaillé sur le film Un homme, une vision en tant qu'étalonneur et j'ai fait aussi la conformation du film. Le montage s'est fait sur une machine, sur un PC en Adobe Premiere, je crois. Et donc on a fait après l'étalonnage sur un Final Cut. Donc il a fallu transférer en fait toute la matière qui était d'abord sur PC sur un Macintosh pour pouvoir faire le travail ici en Belgique. Et ça a été un petit peu compliqué. On a eu du mal avec le monteur à trouver un format qui puisse s'échanger entre les deux machines, mais pour finir nous avons réussi et puis on a pu étalonner normalement après sur le Final Cut ici. Pour moi c'était très intéressant de travailler sur ce film parce que voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours et ça nous change un petit peu des des films institutionnels sur l'Europe qu'on peut faire et tout ça, et d'avoir quelque chose de typique, quoi. C'est très intéressant et c'est enrichissant pour moi en fait, qui connais pas très bien en fait l'histoire du pays et du président Gbagbo. Le travail avec Annie c'est très bien passé. S'il y a un autre film, elle peut venir le refaire avec nous sans problème.